Comment parvenir à concilier deux activités qui, sur le papier, parfois semblent contradictoires? D'un côté, la conservation de la biodiversité, de l'autre, le développement socio-économique d'un territoire, autrement dit, faire coïncider les humains et les non-humains. Question récurrente en Guyane et sur énormément de sujets, de l'utilisation des ressources naturelles, or, bois ou même agriculture, aux grands projets d'infrastructure, l'aménagement du territoire, en passant par les questions énergétiques ou même les projets économiques et touristiques. Tout ça se mélange un petit peu parfois dans le débat public. Dernièrement, cette question de point d'équilibre à trouver entre conservation donc des écosystèmes et développement s'est posée à Mana sur l'avenir des anciennes rizières de la commune. Une convention a été signée entre plusieurs acteurs, GEPOG, OFB, PNRG, la mairie et le groupement de développement agricole de Mana. Objectif, trouver un point de convergence entre les intérêts de chacun. Pour en parler, deux invités ce matin. Jean-Paul Ferreira, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Président du syndicat mixte du parc naturel régional de la Guyane. Et vous êtes avec Dimitri Lecomte. Bonjour également. Bonjour. Directeur, quant à vous, du SMPNRG. Bienvenue et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le détail, parce que l'idée aussi de vous avoir ce matin, c'est de questionner les choses qui sont dans les cartons, on va dire, de votre côté, du côté du PNRG. J'aimerais avoir votre position à tous les deux, on va dire, sur la question que j'ai mise en avant tout à l'heure dans l'introduction, l'équilibre finalement à trouver entre préservation et développement. Est-ce que c'est possible d'arriver à le trouver? Je vous lance là-dessus parce que les parcs naturels régionaux en France, ils ont justement dans leur mission le développement économique et social et la protection d'un patrimoine naturel, historique et culturel. Jean-Paul Ferreira, sur le papier, en tout cas dans le monde des idées, tout le monde est à peu près d'accord avec ça. On sait bien que c'est sur les moyens d'y parvenir que parfois ça peut poser des problèmes. Est-ce que d'après vous, c'est vraiment possible d'arriver à trouver cet équilibre? Écoutez, je pense qu'il y a moyen de le faire et également en Guyane, contrairement à certains pessimistes qui pourraient remettre en cause ce principe. Je pense que sur un territoire comme celui de la Guyane, il y a effectivement des besoins de conciliation dans une partie du territoire et notamment dans les deux pôles que représente donc le parc naturel régional, donc du côté est et du côté ouest. Je rappelle que le parc naturel régional, c'est actuellement la commune de Wanari, la commune de Saint-Georges et la commune de Rora côté est, et côté ouest Sinnamary, Irakubo et Mana. Et donc ce sont deux pôles d'habitation également, donc de la population. Donc c'est tout l'enjeu de ce parc naturel régional, arriver effectivement à concilier les usages de ce territoire avec des enjeux environnementaux et notamment sur les questions de biodiversité. On a par exemple deux pôles importants également en termes de richesse, en termes de biodiversité, que sont les marais de Caux et toute la zone humide du côté est, mais également les mangroves côté ouest, avec énormément d'enjeux, notamment côté ouest également, sur les questions de développement démographique qu'il faut pouvoir accompagner au travers de cet outil que représente le parc naturel régional, qui doit allier effectivement les questions d'intérêt écologique, mais également les usages et les personnes qui habitent sur ces territoires. Vous avez parlé de pessimisme en introduction de votre propos, Jean-Paul Ferreira. Est-ce que finalement on ne dresse pas un portrait un peu trop noir des conciliations qu'il peut y avoir justement en Guyane dans les discussions entre certains acteurs et d'autres? Vous qui êtes finalement aux premières lignes de ce qui se passe, est-ce que mine de rien, dans le détail, les choses parfois, elles se passent plutôt bien? Plutôt bien, en tout cas, c'est le sentiment que l'on a dans le cadre de la révision de notre charte que l'on a entamée il y a à peine quelques semaines, de manière très concrète sur le terrain, avec la consultation des différentes communes qui composent ce parc naturel régional et qui sont dans le périmètre d'études. Et on y ajoute bien évidemment les communes de Regina et d'Awalaïa Limapo. Et on s'aperçoit effectivement que l'outil, en tout cas l'intérêt de l'outil est compris, bien évidemment, sur ces territoires. Mais il y a beaucoup d'attentes de la part de ces territoires par rapport à cet outil en question, puisque son fonctionnement a été plusieurs fois remis en cause, sans tabou, dans les discussions que l'on pouvait avoir avec les différents maires présents. Et aujourd'hui, force est de constater que même si l'intérêt de cet outil est reconnu par ces municipalités,
Il y a un gros travail pédagogique à faire, donc auprès du grand public, mais évidemment auprès des élus également, donc qui sont les principaux décideurs, de manière à ce que l'on fasse un distinguo extrêmement clair entre ce que peut être, par exemple, un parc national, Ouais. donc il y a une vocation de conservation et de protection, même si en 2006, dans le cadre de la réforme donc des textes qui régissent donc les parcs nationaux, il y a eu une dose d'introduction, je dirais, donc de développement local, donc à l'image de ce qui se passe dans les parcs naturels régionaux. Mais on est bien sur ces territoires, donc des parcs naturels régionaux, dans une forme effectivement de conciliation donc de ces usages, de développement local. Cela veut dire que la partie économique n'est pas du tout oubliée, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que ces deux aspects, en tout cas de développement territorial, puissent être pris en compte dans le cadre de ce projet de territoire que représente donc la charte d'un parc naturel régional. Et on reviendra évidemment sur cette distinction à faire et à opérer entre vous, PNRG, et le PAG, le parc amazonien de Guyane. Dimitri Lecante, même question finalement, comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter les activités humaines et non humaines en essayant de faire en sorte que voilà, tout le monde s'y retrouve à la fin? Alors, sur ce point, c'est une écoute active. Qu'il est important d'avoir et à ce titre en termes d'action, hein, le parc naturel régional de la Guyane a relancé la démarche de l'Assemblée des habitants. Oui. Donc avec 2 représentants qui sont fraîchement élus et qui vont siéger au comité syndical, qui nous font remonter les besoins du territoire. Dans le prolongement des propos du président Ferreira, effectivement, un parc naturel régional de la Guyane, c'est une démarche ascendante, qui provient avant tout d'une volonté de la région, des régions de France. Nous sommes 59 parcs naturels régionaux de France. Et ces habitants nous font remonter les besoins en lien avec leur commune. Et à nous, en termes de technicité, de mettre en œuvre. Comment concilier l'humain et le non-humain? C'est déjà ne pas opposer l'humain au non-humain, puisque effectivement, le non-humain, les animaux, la faune, la flore, contribuent au bien-être, donc ce qu'on appelle les fameux services écosystémiques. Ceci étant, le PNR, notamment en tant que gestionnaire de la réserve de la Mana, doit préserver ce non-humain par rapport aux usages que pourraient avoir les humains de ce non-humain, donc chasse, pêche, cueillette. Et à ce titre, notamment, nous sommes gestionnaires de la réserve naturelle nationale de la Mana. Et en termes d'objectifs qui m'a été fixé conjointement, donc Monsieur le Président ici présent et Monsieur le Préfet, en tant que gestionnaire de la réserve naturelle de la Mana, nous avons amplifié les actions de police de l'environnement sur ce périmètre qui est un périmètre jouxtant celui du parc naturel régional de la Guyane. Donc ça fait un périmètre d'un peu plus de 7000 km² à préserver, à valoriser. Et concrètement, l'an dernier notamment, nous avons mené des actions de police maritime qui ont conduit à l'arraisonnement de nombreux navires en situation de pêche illégale. Donc c'est cette notion de confiance aussi à redorer à travers des actions fortes qui sont souvent décriées publiquement. On parle depuis tout à l'heure là d'humain, non humain, d'un côté la conservation de la biodiversité, des écosystèmes, de l'autre le développement économique. Ça fait toujours un petit peu des grands mots, des grands termes, et je pense qu'il y a le risque aussi que la discussion elle semble un petit peu abstraite. Est-ce que vous auriez un exemple concret finalement sur une commune en particulier ici en Guyane où voilà il y a ce travail là de conciliation à faire entre tous ces intérêts, Dimitri Lecante? Plusieurs exemples. Oui. Plusieurs exemples. Alors je vais prendre un exemple global, notamment ce sont des campagnes de subvention qui sont entreprises, qui ont été reprises sous cette mandature, d'accompagnement des associations et des entreprises sur l'ensemble du périmètre du parc naturel régional de la Guyane. À titre d'exemple, pour 2024, c'est 20 000 € qui ont été ventilés. Et à la demande de l'exécutif, pour 2025, c'est un doublement de cette enveloppe-là, donc allant du projet d'acquisition de matériel roulant ou flottant, nautique, pour emmener justement des touristes à la découverte de cette biodiversité. Ça peut être également du projet pour faire l'acquisition d'images. On a des entreprises qui ont posé des demandes pour des drones, moyennant instruction, bien entendu. Il faut qu'ils aient toutes les autorisations. Où là, on est dans cette notion de valorisation
cette notion de découverte, cette notion de faire passer des informations au plus grand public. Ce sont 2 exemples parmi d'autres. J'ai prononcé le mot tout à l'heure d'intérêt sur le cas précis de Mana, Jean-Paul Ferreira. Comment est-ce qu'on arrive très concrètement à faire en sorte que les intérêts des chasseurs, des agriculteurs, des associations environnementales arrivent à coïncider en quelque sorte? Ça part déjà d'une forme de concertation et de consultation de l'ensemble des acteurs et des usagers donc de cet espace. Ouais, parce que c'est vraiment ça l'intérêt du PNRG, d'être la plaque tournante autour de laquelle tous les acteurs se réunissent. D'être l'outil coordonnateur donc des différents acteurs sur le terrain. Si on prend le cas concret effectivement donc des anciennes rizières donc de Mana, donc vous avez là donc une exploitation donc qui a eu lieu pendant plusieurs décennies, donc abandonnée aujourd'hui, donc en partie acquis donc ces terrains donc par le conservatoire donc du littoral avec lequel donc on travaille bien évidemment, et qui à la demande de ce conservatoire du littoral donc on fait l'objet aujourd'hui donc d'une convention d'intervention donc sur cette partie du territoire donc de Mana, puisque c'est une zone agricole aujourd'hui en friche et qui quelque part donc a été de nouveau conquise par la biodiversité tout simplement, non seulement du point de vue des écosystèmes entiers, avec une renidification d'oiseaux, avec des migrations d'oiseaux qui passent par ce spot particulier donc que représentent donc ces rizières de Mana. Aujourd'hui, effectivement, donc sur cette zone, il y a des pêcheurs, il y a des chasseurs, il y a des agriculteurs également. Il y a aussi des visiteurs, tout simplement. Donc, il s'agit pour nous, en tant que coordonnateurs de ces acteurs, d'arriver à trouver le juste moyen, en tout cas les justes voies nécessaires pour que ces activités puissent se coexister donc sur cet espace en question, puisque ça représente un peu plus d'un millier d'hectares aujourd'hui. Et ce millier d'hectares en question doivent être valorisés en quelque sorte du point de vue non seulement de la biodiversité, mais aussi du point de vue économique, parce que cela représente une manne importante donc pour Mana dans la reconversion de ces rizières en un outil de développement touristique, écotouristique, en un outil également de développement agricole, parce que certains agriculteurs sont intéressés par ces bassins pour y mettre des buffles, par exemple, en pâturage, etc. Donc tout ça fait que, effectivement, tout part en premier lieu donc de cette consultation, de ces discussions, de ces échanges que l'on doit absolument avoir, parce qu'en discutant, on finit par s'apercevoir qu'on peut se partager ce territoire avec nos propres intérêts, mais en mettant en exergue l'intérêt commun, en fin de compte l'intérêt collectif, pour que ce territoire de Mana, par exemple, en prenant le cas de ces rizières, puisse se développer en partie également sur cette partie du territoire. Dimitri Lecomte, sur les rizières de Mana, je le rappelle quand même, l'idée de cette convention, c'est de protéger et restaurer la biodiversité tout en permettant de développer des activités économiques durables. Comment est-ce qu'on fait quand les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres, Dimitri Lecomte? Comme disait le président, la discussion avant tout. Ouais. La discussion avant tout. Cette zone, je la connais tout particulièrement. J'en suis amoureux, car moi-même chasseur. Oui, un directeur de parc naturel censé assurer, même assurant, la préservation qui est chasseur. Le prélèvement doit effectivement pouvoir être encadré. Ça, c'est une chose. Le prélèvement doit pouvoir se faire, si on parle de chasse, dans des notions de sécurité. Donc, il y aura aussi, si on parle de chasse, cette notion de concertation entre les usagers non chasseurs et ceux qui chassent pour des questions de sécurité. Aussi pour des questions de dynamique d'approche des animaux. À quel moment peut-on prélever, à quel moment ne peut-on pas prélever, toujours dans ce principe de développement économique, puisque des opérateurs touristiques souhaiteraient pouvoir être sur zone. Donc ils ne feraient pas bon ménage des coups de feu, alors que des personnes viennent voir des oiseaux ou viennent voir des caïmans, parce que sur ces zones, il y a aussi des caïmans à lunettes. C'est aussi une zone endémique du cerf de Palétuvier, autrefois appelé cerf de Virginie, où là, on est sur une espèce intégralement protégée, interdite au prélèvement. Donc c'est aussi le rôle du parc naturel régional de la Guyane d'entendre ce que les habitants disent, donc des usages séculaires, et de faire converger ces usages séculaires avec des nouveaux usages permettant d'emmener des devises, en fait, sur le territoire en question, en permettant de créer des emplois aussi. Donc c'est tout ce paradigme avec la discussion vers lequel il nous faut, en tant que coordonnateurs,
emmener les habitants des territoires. Là, on fait un focus sur Mana, mais il se pose la même question sur Sinnamary. Bien qu'à Wanari, il n'y ait que 200 habitants, il se pose cette même question à Wanari, avec d'autres problématiques, bien entendu, qui sont transfrontalières avec le Brésil, justement sur cette notion de coopération internationale entre le Brésil et la Guyane. Auparavant, le parc naturel régional de la Guyane a mené un programme qui s'appelait Oyana, Oyapock Nature, donc avec un certain nombre de préconisations qui sont sorties de part et d'autre de la frontière et des préconisations qui concernent le développement économique de Wanari. Je suis tombé sur cette phrase tout à l'heure en préparant les questions, une phrase d'un directeur de recherche du CNRS et qui dit, je le cite, gérer un parc naturel régional, c'est accepter une concertation permanente. Il y a des rapports de force, il y a des acteurs qui ont des objectifs et voire des intérêts différents. J'aimerais vous entendre là-dessus, Jean-Paul Ferreira, sur voilà la manière avec laquelle on essaye malgré tout de réunir tout le monde autour d'une table pour voir si on peut trouver un terrain d'entente. C'est difficile d'arriver à faire ça sur le cas précis de la Guyane. C'est difficile un peu partout d'ailleurs. Oui, partout c'est vrai. se sont posés donc ces périmètres donc de parcs naturels régionaux en France et en Outre-mer, puisque je rappelle qu'il y a un parc naturel régional également en Martinique. Et donc nous sommes 2 donc dans les Outre-mer. C'est un exercice extrêmement difficile. Le dire de cette manière, on a l'impression que c'est un exercice aisé, mais bien au contraire, c'est un exercice extrêmement difficile sur le terrain. Mais rien n'empêche en tout cas la possibilité d'y entrevoir en tout cas des solutions possibles à partir du moment où effectivement donc chacun pose sur la table donc ses intérêts en question, pose sur la table ses enjeux sur lesquels donc il se focalise plus ou moins et donc et dans la discussion arriver à trouver des points communs en fin de compte. Effectivement, il peut y avoir beaucoup de divergences, mais il peut y avoir aussi des convergences sur un certain nombre de choses. Je veux dire, pour revenir au cas concret donc de Mana, quand on regarde la manière dont les différents acteurs et usagers donc de cette partie du territoire de Mana donc interviennent et interagissent avec cette partie du territoire de Mana, on sent bien que en premier lieu, il y a l'amour de son territoire. Il y a l'amour de cette biodiversité, que l'on soit préleveur quelque part en respectant bien évidemment toutes les autorisations nécessaires et de l'autre côté, un simple visiteur de la nature avec toute la beauté de cette biodiversité donc guyanaise de ce côté-là de la Guyane, ce sont des intérêts qui sont au-delà des propres intérêts de ces personnes et qui arrivent à un moment donné, quoi qu'on en dise, à discuter. Et c'est vraiment le principe même, et ce que vient de dire donc ce que vous venez de dire donc au travers des propos rapportés donc de ce chercheur du CNRS, ça résume extrêmement bien les situations et pas qu'en Guyane, parce que sur d'autres territoires au niveau national, on retrouve ces mêmes enjeux, ces mêmes confrontations quelque part. Mais nous sommes tous humains, je rappelle, avec effectivement nos propres intérêts, mais nous sommes tous humains également, donc au travers de l'amour que l'on peut porter tout simplement pour notre territoire. Dimitri Lecante, un petit point technique, on a commencé à le dire, mais je pense que c'est important d'en reparler avant de passer à la suite. Ici en Guyane, dès qu'on dit parc, on pense immédiatement et quasiment tout le monde au parc amazonien, donc un parc national. La différence entre vous, PNRG, parc régional et parc national, c'est quoi finalement ? Alors, d'un côté, vous avez une volonté qui émane de la région. Donc, le parc naturel régional de la Guyane, qui a été créé en 2001. Exactement. Donc, sur la base d'un décret de création, avec une distinction où nous ne sommes pas sur la protection forte. Je vais prendre un exemple. Seuls 4% du périmètre du parc naturel régional de la Guyane, qui représente un peu moins de 6300 km², a une réglementation stricte. Ou une protection forte concernant tout type de prélèvement ou présence humaine. Donc ça veut dire qu'il y a 96% de possibilités d'activité humaine sur le territoire. Là pour le coup, grosse différence avec le parc amazonien. Avec le parc amazonien où on a cette notion de protection forte avec des zones cœur de parc où effectivement l'humain n'est pas toléré. Voilà. Mais ces deux outils sont complémentaires, notamment pour des questions de corridors écologiques par rapport à des espèces qui migreraient de l'intérieur de la Guyane vers la côte et vice-versa. Donc il faut bien entendu des zones témoins ou des zones de repos de cette biodiversité ou de reproduction de cette biodiversité. Jean-Paul Ferreira, le PNRG, on l'a dit, il existe en Guyane depuis 2001. Je ne vais pas vous demander de nous refaire tout l'historique depuis sa création, mais si vous deviez nous faire une photographie, on va dire, là, à l'instant T du PNRG, comment est-ce qu'il est perçu
par les élus, les associations, les habitants et sa capacité réelle à faire des choses. Ce qui marche et ce qui marche moins finalement, c'est quoi là aujourd'hui en ce début 2025 ? Oui, écoutez, il y a un gros progrès à faire du point de vue pédagogique de notre part, tout simplement quand on regarde effectivement de manière rétrospective donc ces années donc d'existence donc du parc naturel régional de la Guyane. La clarification que l'on vient de faire à l'instant avec le distinguo à faire donc entre un parc national et un parc naturel régional, ce travail-là donc pédagogique doit être poursuivi et amplifié auprès du grand public dans un premier temps, mais également donc auprès de nos élus, parce que la clarification n'est pas toujours évidente. Et dès qu'on parle de parc en Guyane, ça peut faire frissonner un certain nombre de personnes. Dès qu'on parle de réserve, donc ça peut ramener une certaine forme de connotation, etc. Et donc qui sont a priori négatives, en tout cas, dans la perception que peuvent avoir les personnes. Et donc c'est tout cet aspect pédagogique-là sur lequel il faut absolument pouvoir travailler dans les années à venir, parce qu'on s'est aperçu au travers des échanges que l'on a pu avoir avec les différentes municipalités consultées jusqu'à maintenant, que c'était un manque crucial, en tout cas, que l'on a pu percevoir donc, dans les différents territoires. Mais il y a également, donc, pour ma part en tout cas, quand on fait rétrospectivement ce regard sur les années antérieures, il y a également le redéploiement de ce parc donc, naturel régional à faire sur le territoire. Aujourd'hui, force est de constater que depuis des années, donc on a un siège, on va l'appeler comme ça, situé en plein centre de Cayenne, ce qui est pour moi une aberration quand on sait que le parc a deux pôles, donc le pôle Est et le pôle Ouest, et que forcément donc ce siège doit être à un moment donné donc redéployé donc sur le territoire, que ça soit côté Est et que ça soit côté Ouest. Avec donc, deux sites bien différents. Deux sites bien distincts, bien évidemment. Donc c'est ce qui fait l'originalité donc du parc naturel régional de la Guyane, une forme de discontinuité donc entre les deux pôles. Mais le fait est effectivement que ce redéploiement est extrêmement nécessaire. Dans le fait que le parc soit plus présent donc sur le territoire d'intervention, mais c'est surtout, avant tout, c'est une expression extrêmement claire de la part des municipalités pour que ce redéploiement voit le jour, en tout cas dans les prochains mois, et c'est ce que nous avons entamé donc depuis la fin de l'année 2024 avec une partie du personnel qui est déjà redéployé donc sur Roura, et on est en train de travailler avec monsieur le directeur pour que ce redéploiement puisse se faire également sur la zone ouest, certainement entre Sinnamary et Mana pour l'instant. Puisque vous parlez de présence et de projets concrets, on va dire Jean-Paul Ferreira, est-ce que c'est aussi, est-ce que ça fait partie de vos missions en tant que parc naturel régional d'être à l'initiative de certains projets de développement, d'accompagner la structuration de certaines filières? On peut penser par exemple à l'agroforesterie. Est-ce que c'est à vous de le faire, ou bien c'est parce que certains acteurs vont venir vous voir pour vous dire ah là on aurait besoin d'aide pour développer tel ou tel projet que vous allez le faire? Au travers des échanges que l'on a pu avoir, je reviens beaucoup sur ces échanges que l'on a pu avoir avec les municipalités. Il y a un souci d'ingénierie, parce que je rappelle que ce sont des communes rurales avec très peu de moyens, malheureusement, et qui ont besoin de cette ingénierie du point de vue technique pour mener à bien, évidemment, un certain nombre de projets, de la conception même du projet, donc avec les élus concernés, avec l'ensemble des acteurs concernés, jusqu'à leur réalisation et à leur déploiement sur le territoire. Donc ça, c'est un premier objectif que l'on s'est fixé donc, au travers des échanges que l'on a pu avoir. Et donc, il y a une forme de convergence, en tout cas, de l'ensemble des municipalités concernées. La deuxième chose, c'est également, pour être extrêmement concret, c'est qu'on s'aperçoit que autant il y a 20 ans, 30 ans, effectivement, les questions de prélèvements donc illicites, illégaux, on peut lui donner tous les qualificatifs que l'on veut, en tout cas, à ce prélèvement, mais ces prélèvements en question, aujourd'hui, posent problème, même dans ces municipalités qui semblent être au contact direct de la nature, avec une forme d'abondance, quelque part, de biodiversité. Mais on s'aperçoit, et c'est le cas concret, par exemple, que l'on a avec la commune de Regina, qui est dans le périmètre d'étude donc, de la révision de la charte, pas plus tard qu'il y a quelques jours, donc monsieur le maire de Regina a adressé un courrier à monsieur le préfet sur les questions de prélèvement de tapir, par exemple. Puisque je rappelle que le tapir, c'est une gestation extrêmement longue, c'est un tapir par femelle donc au bout de cette gestation. Donc c'est un gibier, comme on dit ici, donc extrêmement prélevé, parce qu'effectivement la chair de cet animal
est très apprécié donc par les Guyanais, et pas que d'ailleurs. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce prélèvement est trop important et donc il faut pouvoir arriver à le réguler quelque part. Or, les autorisations aujourd'hui ne sont pas suffisamment, par exemple pour le cas du tapis 1, pour le maïpouri comme on dit si bien ici, n'est pas la réglementation imposée donc à ce prélèvement n'est pas suffisamment importante pour pouvoir préserver cette espèce en question. Donc aujourd'hui, on voit bien que la question de la sensibilisation à la biodiversité, elle est de plus en plus accrue donc, au niveau de la population et des élus. Et donc, il faut arriver à trouver les vraies réponses, en tout cas, en adéquation avec les réalités donc, de notre territoire. Et c'est le cas, par exemple, pour le cas de la commune de Régina. Alors, un des outils qui est à votre disposition, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée des habitants. Dimitri Lecante, c'est ce que vous me disiez juste avant d'entrer en studio. Le parc n'est pas dans une démarche, on va dire, purement verticale où les décisions viennent forcément d'en haut, mais il y a une volonté d'aller vers les habitants. Je rappelle quand même qu'en Guyane, il y a à peu près 24 000 habitants qui vivent sur le territoire du PNRG. Comment est-ce que vous faites pour rester connecté, on va dire, aux envies et aux craintes des habitants, Dimitri Lecante? Concrètement, toujours dans le prolongement de ce que le président Ferreira vient de dire, c'est le dialogue et la présence sur le terrain. C'est l'identification de têtes de pont via des associations notamment. C'est le dialogue aussi avec les chefferies. Puisqu'effectivement, sur le territoire du PNR, vous avez des villages donc avec des populations autochtones, des nations amérindiennes notamment, avec lesquels il nous faut dialoguer pour converger. Je vais prendre un exemple très clair. Aujourd'hui, vous faites la route entre Sinnamary et Mana, vous constatez en bordure de route nationale de la déforestation. Ce qui est ressorti notamment de l'Assemblée des habitants, c'est une inquiétude qu'il nous faut entendre et pour laquelle il nous faut agir concernant notamment les palmiers Awara, ou le fameux palmier Wara. Où on constate cette coupe, y compris du palmier Maripa, pour lesquels ces deux palmiers, donc vous avez une croissance qui est lente, et avec ces fruits-là, notamment la wara, un plat qui est un plat endémique. Et on est clairement dans notre rôle de conservation à la fois du végétal et de ce qu'on en fait. Donc notre façon d'agir, c'est alerter les services compétents, et prévoir, le cas échéant, une forme de réglementation adéquate à la préservation de ce palmier awara sur l'ensemble du périmètre, ou même au-delà, si ça devait aller par un arrêté préfectoral notamment. Alors, une de vos actualités, c'est la révision de ce qu'on appelle du coup la charte du PNRG, Parc naturel régional de la Guyane. Déjà, c'est quoi cette charte, Jean-Paul Ferreira? À quoi est-ce qu'elle sert et comment dire ça? Il y a quel genre de discussions là en ce moment qui sont menées avec tous les partenaires? Il faut rappeler, pour être très pédagogique là également, donc qu'un parc naturel régional fonctionne avec ce que l'on appelle une charte. Une charte, c'est l'ensemble des échanges que l'on a pu avoir donc dans un premier temps donc avec les municipalités, avec l'ensemble des acteurs que l'on aura à voir donc ces prochaines semaines et ces prochains mois, pour arriver à ce que l'on appelle un projet de territoire, un projet de développement territorial donc des zones concernées. Et donc c'est cette charte donc avec un certain nombre d'objectifs liés aux missions donc dévolus donc aux parcs naturels régionaux donc de France. Donc c'est cette charte qui sera présentée donc aux instances ministérielles pour que le parc naturel de la Guyane puisse de nouveau donc être ce qu'on peut appeler labellisé donc parc naturel régional. Et ce label est extrêmement important parce que c'est ce qui permet en fin de compte d'être ce que l'on appelle un parc naturel régional. Et ce label en question dure une quinzaine d'années. Donc le prochain label, si on l'obtient bien évidemment, et on fait tout pour pouvoir l'obtenir en 2028, donc durera jusqu'en 2043 exactement. Et pendant cette durée donc de 15 ans, charge donc au parc naturel régional donc de mettre en œuvre toute la politique déclinée en termes de développement territorial donc sur cette partie du territoire. Et donc ça se fait en plusieurs phases. Donc dans un premier temps, donc on a mandaté donc un groupement donc de bureaux d'études donc pour nous accompagner. Donc c'est ce qui a été fait donc fin 2024. Aujourd'hui donc début d'année 2025 donc les concertations donc sont parties. Donc ça va être renforcé également donc au mois de mai avec la présence des bureaux d'études donc localement donc ici en Guyane. Avec cette deuxième phase de consultation donc devrait donc aboutir donc
à ce que l'on appelle un diagnostic partagé, diagnostic sur lequel on se reposera pour pouvoir faire les prospectives à venir sur les différents pôles que sont le pôle ouest et le pôle est. Donc voilà en gros ce que c'est qu'une charte. Et donc cela met du temps, bien évidemment. Donc on s'est donné 3 années pour pouvoir arriver à cette révision donc, de charte. Normalement, on doit prendre 4 à 5 années donc, selon les parcs. En tout cas, c'est le temps consacré à cela. Mais il nous faut impérativement pouvoir boucler ça en 3 années pour que l'on puisse être à même de présenter un document suffisamment partagé par l'ensemble des territoires concernés sur la période donc, de 2028 à 2043. Et on espère très rapidement, effectivement, que le parc naturel régional donc, sera de nouveau labellisé. Dernière question, et là je la pose à tous les deux, sur la gestion du PNRG. Il y avait eu un rapport, ce rapport assez critique, même très négatif de la Cour des comptes qui avait été publié il y a à peu près un peu plus d'un an, et qui disait, je le cite, voilà, les orientations, les mesures envisagées pour répondre au diagnostic sont trop éparpillées et n'ont pas donné lieu à une hiérarchisation. Voilà, il disait que le SMPNRG finalement n'avait apporté quasiment aucune plus-value au territoire. On est un peu plus d'un an après. Déjà sur le constat qui avait été fait, est-ce que vous le partagez et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été faites depuis Jean-Paul Ferreira et Dimitri Lecante en partie partagé, bien évidemment, et c'est ce que l'on a eu également comme retour de la part des municipalités quand on les a consultées, c'est-à-dire ce qui avait été reproché donc au PNR. Je rappelle que la période donc d'intervention donc de la Chambre régionale des comptes donc c'est 2018-2021 et qu'à ce titre effectivement il y a eu un certain nombre de constats négatifs tout simplement que l'on a eu à avoir directement également donc de fait par les municipalités concernées. Et aujourd'hui, donc depuis un an que le rapport est publié, il y a eu des allers-retours bien évidemment avec la Chambre régionale des comptes pour que les différentes recommandations soient mises en œuvre en tout cas. C'est le cas sur la question du redéploiement du personnel, c'est le cas sur un certain nombre d'orientations. Il y a d'adhésion aussi des collectivités, c'était un des points qui était critiqué. Il y a également la question de l'Assemblée des habitants. Enfin, tous ces éléments-là, petit à petit, donc, sont corrigés, bien évidemment, parce qu'il le faut absolument pour que le parc naturel régional, dans le cadre de sa révision, puisse être crédible à horizon 2028. Il faut absolument que tout cela soit corrigé. Mais en tout cas, nous l'avons pris de manière très positive. En tout cas, ce diagnostic, en tout cas, fait par la Chambre régionale des comptes. Force est de constater qu'effectivement c'était largement partagé sur le territoire. Le PNRG est plus crédible aujourd'hui, Dimitri Lecante, en quelques secondes, on n'a plus beaucoup de temps. Alors très, très rapidement, moi j'ai pris mes fonctions il y a un an justement. Non, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je lance voilà, à la suite de ce rapport qui en complément du programme pluriannuel d'action est en quelque sorte ma feuille de route. Et concrètement aussi, c'est la gestion de la réserve naturelle nationale de l'Amana, des 2 réserves qui étaient décrites dans ce rapport. Et aujourd'hui, nous gérons à nouveau la réserve de l'Amana. Et potentiellement, il y a un dialogue à venir concernant la réserve naturelle nationale de Kouroura, qui est en trigestion avec le conservateur des espaces naturels, la commune de Roura et la commune de Régina. Donc cette notion de redéploiement sera accentuée dans les jours prochains, notamment avec le rapport d'orientation budgétaire, donc le débat d'orientation budgétaire proposé aux élus fin février. Jean-Paul Ferreira, Dimitri Lecante, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, président et directeur du syndicat mixte du parc naturel régional de la Guyane. Merci encore, très bonne journée. Merci à vous. Au revoir.